Chapitre 74. La tête du cachalot. Croquis de comparaison. Voici donc deux grands cétacés qui ont uni leurs têtes, faisons de même. Parmi les léviathans infolios, le cachalot et la baleine franche sont de loin les plus remarquables. Ce sont les deux seuls cétacés que l'homme chasse régulièrement. Le Nantuquet les considère comme les deux extrêmes de toutes les espèces connues. Ce sont leurs têtes qui différencient principalement, leur aspect extérieur aussi, puisque nous pouvons, simplement en traversant le pont, observer les têtes de l'un comme de l'autre cétacé suspendues au flanc du pécode. J'oserais vous demander où nous trouverions une meilleure occasion de faire une étude pratique de cétologie. Ce qui frappe instantanément, c'est le contraste offert par ces deux têtes. En toute conscience, reconnaissons qu'elles sont toutes deux massives, mais celle du cachalot a une symétrie géométrique qui fait tristement défaut à celle de la baleine. Celle du cachalot a plus de caractère en la regardant, vous lui accordez spontanément la supériorité à cause de la dignité dont elle est tout entière empreinte. Dans le cas particulier, cette dignité est encore rehaussée par le sommet poivre et celle de cette tête, témoignage d'un âge avancé et d'une expérience étendue. Bref, les pêcheurs appellent un tel cachalot une tête grise. Relevons d'abord ce qui est le moins dissemblable dans ces deux têtes, soit les deux organes les plus importants, l'œil et l'oreille. Très en arrière et en bas sur le côté de la tête, près de l'angle de la mâchoire de l'un et l'autre cétacé, vous découvrirez en cherchant bien un œil sans cils qui pourrait être celui d'un jeune poulain, tant il est hors de toute proportion avec la grandeur de la tête. Il est évident que cette singulière position des yeux sur les côtés interdit à la baleine de voir jamais un objet se trouvant exactement en face d'elle, pas plus qu'elle ne peut voir celui qui se trouve derrière elle. En un mot, les yeux de la baleine correspondent aux oreilles de l'homme, et vous imaginez aisément quelle serait votre propre situation si vous deviez regarder avec les oreilles. Vous constateriez que vous avez un champ de vision de 30 degrés, seulement en avant de votre axe perpendiculaire, et 30 degrés en arrière. Si votre ennemi le plus acharné marchait droit sur vous, en plein jour, le poignard levé, vous ne seriez pas davantage à même de le voir que s'il vous attaquait par derrière. On pourrait dire que vous avez deux dos, mais également aussi deux fronts situés sur le côté, car qu'est-ce qui fait le front de l'homme en vérité sinon ses yeux ? De plus, tandis que dans la plupart des animaux auxquels je puis penser en ce moment, les yeux sont placés de façon à confondre les deux visions, afin d'envoyer au cerveau une seule image et non deux. La position particulière de ceux de la baleine, séparés comme ils le sont, par une tête de plusieurs mètres cubes s'élevant entre eux comme une haute montagne, entre deux lacs de vallée, doit naturellement lui fournir des impressions indépendantes pour chaque œil. La baleine doit voir, dès lors, une image donnée d'un côté et une image différente à l'autre, cependant que, droit devant elle, doivent s'étendre le néant et les ténèbres. On peut dire que l'homme voit le monde depuis une guérite ayant une fenêtre à double châssis, tandis que pour la baleine ces châssis s'ouvrent séparément en formant deux fenêtres distinctes, mais en amputant tristement la vision. Cette singulière disposition des yeux des cétacés doit toujours entrer en considération dans la pêcherie, et le lecteur fera bien de s'en souvenir lors de quelques scènes qui vont suivre. On pourrait soulever une question curieuse et tout à fait déconcertante au sujet de la vision du Léviathan, mais il faudra se contenter de l'effleurer. Tant qu'un homme a les yeux ouverts à la lumière, sa vision est un réflexe, il ne peut s'empêcher de voir, machinalement, les objets qui se trouvent devant lui. Toutefois, la moindre expérience lui prouvera que s'il peut d'un seul coup d'œil embrasser un nombre de choses, il lui sera tout à fait impossible d'en examiner deux avec attention et en détail, qu'elles soient grosses ou petites, même si elles sont proches à se toucher. Si vous séparez ces deux objets et les placez au centre d'un cercle noir afin d'en regarder un avec concentration, l'autre échappera tout à fait à votre conscience. Qu'en est-il en l'occurrence pour la baleine ? Certes, ces deux yeux doivent la servir simultanément, mais a-t-elle un cerveau tellement plus apte à la prise de conscience, à l'accommodation et à la subtilité que l'homme qu'elle puisse examiner simultanément avec application deux perspectives distinctes et diamétralement opposées ? Si elle en est capable, elle détient le pouvoir merveilleux qui serait celui d'un homme apte à démontrer en même temps deux problèmes d'Euclide différents. À la bien considérer,
cette comparaison n'est pas saugrenue. Ce n'est peut-être de ma part qu'une fantaisie oiseuse, mais il m'a toujours semblé que les hésitations extraordinaires manifestées par certaines baleines, lorsqu'elles sont prises en chasse par 3 ou 4 pirogues, leur timidité, les craintes insolites qu'elles manifestent proviennent indirectement de l'impuissance due à la perplexité où la plonge une double vision diamétralement opposée. L'oreille de la baleine est pour le moins aussi curieuse que son œil. Si la race des Léviathans vous est tout à fait inconnue, vous pourrez bien la chercher des heures durant sur ses 2 têtes et ne la découvrir jamais. L'oreille est sans pavillon externe d'aucune sorte, et une plume même entrerait avec peine dans l'orifice tant il est minuscule. Il s'ouvre un peu en arrière de l'œil. Il y a, entre l'oreille du cachalot et celle de la baleine franche, une différence essentielle. Celle du premier a une ouverture externe, celle de la seconde est recouverte tout entière et de façon égale par une membrane qui la rend tout à fait invisible. N'est-ce pas étrange qu'une créature aussi énorme que la baleine voie le monde à travers un œil si petit et qu'elle entende le tonnerre d'une oreille moins grande que celle d'un lièvre? Mais ses yeux auraient-ils la dimension des lentilles du puissant télescope de Herschel, ses oreilles celles des porches de cathédrale, sa vue serait-elle meilleure et plus aiguë son ouïe? Pas du tout. Pourquoi dès lors cherchez-vous à élargir votre esprit? Affinez-le. Maintenant, quels que soient les leviers ou les machines à vapeur dont nous disposions, retournons sans dessus-dessous la tête du cachalot et grimpons sur une échelle afin de pouvoir jeter un coup d'œil dans sa gueule. N'était que le corps s'en trouve à présent détaché, nous pourrions descendre dans ses entrailles pareilles à la grande caverne du mammouth en Kentucky. Mais tenons-nous à une dent et contemplons les lieux. Comme elle est belle et chaste, cette bouche. Revêtue, ou plutôt tapissée, du sol au plafond d'une membrane blanche brillante et lustrée comme un satin nuptial. Sortons à présent et regardons cette sinistre mâchoire inférieure qui semble le couvercle étroit et long d'une tabatière gigantesque dont la charnière serait à un bout et non sur le côté. L'ouvrant largement au-dessus de votre tête, vous verrez l'effrayante herse des dents qui a fait ses preuves sur plus d'un pauvre diable de pêcheur, l'empalant avec force sur ses pointes. Elle est encore plus terrible à voir, lorsque dans les profondeurs, un cachalot maussade, flottant immobile, laisse pendre sa mâchoire prodigieuse de quelque 15 pieds de long à angle droit, avec son corps tel le bout dehors d'un grand phoque. Ce cachalot n'est pas mort, il est seulement découragé, mal dans sa peau, peut-être hypocondriaque, et si éteint que les jointures de sa mâchoire se sont relâchées, lui donnant cet air disgracieux et triste, véritable reproche adressé à sa tribu, qui, sans doute, lui souhaite méchamment le trisme. La plupart du temps, cette mâchoire inférieure est aisément dégondée par un artiste expérimenté, et hissée à bord pour l'extraction des dents d'ivoire, ce morphile blanc dont les marins font toutes sortes d'objets curieux, pommeaux de canne, becs d'ombrelle, manches de cravache, etc. La mâchoire est péniblement amenée, comme une ancre jusqu'à bord, et après quelques jours consacrés aux travaux plus pressants, le moment venu, Cuqueg, Dagout et Tachetego, tous dentistes accomplis, se mettront à l'extraction. Cuqueg incise les gencives avec une pelle à découper tranchante, puis la mâchoire est amarrée en bas à des chevilles à boucles, une poulie est fixée au-dessus, et ils arrachent ces dents telles, les bœufs du Michigan attelés à l'arrachage des souches de vieux chênes dans les forêts inviolées. Un cachalot a généralement 42 dents, fort usées chez les sujets âgés, mais saines et non plombées selon nos artifices. La mâchoire est ensuite sciée en plaques, lesquelles sont empilées telles des solives de construction. Chapitre 75. La tête de la baleine franche. Croquis de comparaison. Regardons maintenant attentivement la tête de la baleine franche de l'autre côté du pont. Tandis que la forme de la noble tête du cachalot peut être comparée à un char romain, surtout de face où elle présente un large arrondi, celle de la baleine franche, dans sa vue d'ensemble, n'est pas sans rappeler une galiote inélégante et gigantesque. Il y a 2 siècles, un voyageur hollandais lui prêtait une ressemblance avec une forme de cordonnier. Dans ce soulier, on pourrait loger fort confortablement la vieille femme des contes de fées,
et son essaim de marmaille. Mais si l'on s'approche de cette immense tête, elle prend des aspects différents suivant l'angle sous lequel on la regarde. Si l'on se tient debout sur le sommet et si l'on plonge sur les évents en forme de F, toute la tête apparaît comme un énorme violoncelle dont les évents seraient l'ouverture de sa caisse de résonance. Puis, en observant l'étrange incrustation en forme de peigne qui crête le sommet de cette masse, verte coiffure de bernacle, que les Groenlandais appellent la couronne et que les pêcheurs du Sud nomment le bonnet, et en ne considérant que cette partie, on prendrait cette tête pour un chêne géant portant un nid dans une enfourchure. Cette idée ne saurait manquer de vous venir à la vue des crabes vivants qui nichent dans le bonnet à moins que, subjugués par le mot de couronne, vous ne vous demandiez avec intérêt comment ce monstre puissant a été sacré roi de la mer et qui a façonné, de manière si merveilleuse, cette couronne verte. Mais s'il est roi, c'est un gars bien maussade pour honorer un diadème. Regardez cette lippe pendante, quelle prodigieuse moue boudeuse. Une moue qui, à la mesure d'un charpentier, fait environ 20 pieds de long et 5 de profondeur, une moue qui donnera quelques 500 gallons d'huile et plus. Il est regrettable que cette malheureuse baleine soit affligée d'un bec de lièvre d'environ 1 pied. Sa mère, sans doute, voyageait le long de la côte du Pérou lorsque les tremblements de terre firent bâiller la grève. En passant par cette lippe, comme sur un seuil glissant, on pénètre dans la bouche. Parole d'honneur, si j'étais à Mackinac, je la prendrais pour l'intérieur d'un wigwam indien. Seigneur, est-ce là le chemin que prit Jonas? Le toit s'élève à une 12aine de pieds et court selon un angle assez aigu pour former un véritable faîte, tandis que les parois côtelées, cintrées, velues, offrent l'étonnante architecture, à demi verticale, courbée en cimeterre, des fanons, 300 environ sur un côté qui, pendant de la partie supérieure de la tête ou hausse de la couronne, forme ces stores à l'italienne dont il a été brièvement question ailleurs. Les bords des fanons sont bordés de fibres à travers lesquelles la baleine filtre l'eau et dans lesquelles elle retient les petits poissons lorsqu'elle traverse, la bouche ouverte, les bancs de krill. Dans le rideau central des fanons, tel qu'il se présente naturellement, on relève de curieuses marques, courbes, trous, arêtes, d'après lesquelles certains baleiniers calculent l'âge du sujet, comme l'on compte l'âge d'un chêne d'après ses anneaux. Bien que ce critère soit loin d'avoir fait ses preuves, il présente, par analogie, une vraisemblance. De toute façon, si nous nous y fions, nous attribuons à la baleine franche un âge beaucoup plus avancé qu'il ne paraît raisonnable de le faire à première vue. Autrefois, il semble que ces fanons aient donné naissance aux idées les plus fantaisistes. Dans Purcha, un certain voyageur les appelle les merveilleuses moustaches de l'intérieur de la bouche de la baleine, 19, un autre les qualifie de soie de cochon. Un troisième vieux gentilhomme des voyages de Hakluyt emploie le langage élégant que voici. 250 ébarbures environ croissent de chaque côté de sa babine supérieure, formant un arc au-dessus de sa langue. Comme chacun sait, ces soies de cochon, ces ébarbures, ces moustaches, ces stores, ou tout ce qu'il vous plaira, fournissent aux dames les buses de leurs corsets et autres artifices de maintien. C'est là une demande qui est en baisse depuis fort longtemps. Ce fut au temps de la reine Anne que les fanons connurent la gloire, les vertugadins étant le dernier cri. De même que ces dames du bon vieux temps évoluaient gaiement, dans les mâchoires de la baleine pour ainsi dire, nous autres, avec une semblable insouciance, nous nous réfugions aussi en cas d'averse sous ces mâchoires, le parapluie étant une tente tendue sur les mêmes fanons. Mais laissons là Stores et Fanon pendant un moment, et debout dans la bouche de la baleine, jetons un coup d'œil autour de nous. À voir l'ordre si méthodique de ces colonnades, ne se croirait-on pas dans les grandes orgues de Harlem, contemplant leurs 1000 tuyaux. Pour tapis d'orgue, la langue offre le plus moelleux tapis d'Orient, qu'on dirait collé au plancher de la bouche. Elle est très grasse et si délicate qu'on risque de la déchirer en la hissant à bord. De prime abord, je dirais que celle-ci doit être une 6 barils, c'est-à-dire qu'elle donnera environ cette quantité d'huile. Vous devez avoir désormais réalisé que j'ai dit vrai quant à la différence presque totale qu'il y a entre la tête du cachalot et celle de la baleine franche. En résumé, celle de la baleine n'a pas de grande boîte de spermastie, ni dents d'ivoire ni la mâchoire inférieure longue et étroite. Celle du cachalot n'a pas de fanon, pas d'énorme lippe inférieure, et c'est à peine s'il a une langue.
D'autre part, il n'a qu'un évent et la baleine en a deux. Pendant qu'elles sont encore côte à côte, jetons un dernier regard à ces vénérables têtes encapuchonnées, car l'une ira bientôt, sans épitaphe, à la mer et l'autre la suivra de près. Saisissons l'expression du cachalot. Il a conservé celle qu'il eut dans la mort, sauf que quelques-unes de ses longues rides se sont effacées sur son front, auquel je trouve la sérénité de la prairie, due, je crois, à une indifférence philosophique devant la mort. Mais voyons l'expression de l'autre tête, son étonnante lippe inférieure, serrée par hasard contre le flanc du navire, ferme solidement la mâchoire. Toute la tête semble trahir une acceptation résolue et farouche en affrontant la mort. Je serais porté à croire que cette baleine franche a été un stoïque et le cachalot un platonicien qui se serait mis à Spinoza sur ses vieux jours.